Geoffroy Lejeune, bonjour. Bonjour. Charles Dornelas, bonjour. Merci de nous Bonjour. recevoir chez Valeurs Actuelles. On vient vous voir aujourd'hui puisqu'il y a quelques semaines, vous avez fait 7 couvertures qui, j'imagine, a fait plaisir à un certain nombre de chasseurs. Arrêtez d'emmerder les chasseurs. Alors on souhaitait savoir, Geoffroy, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une telle couverture des chasseurs sur Valeurs? En fait, pour être complet, ça fait très longtemps qu'on avait ce sujet de est-ce qu'on fait une couverture ou pas sur la chasse. Moi, je trouvais que le sujet était intéressant quand on en parlait à l'intérieur du journal, mais vous savez, quand on fait une couverture, il y a un enjeu commercial, en fait. Est-ce que ça va rencontrer un public, etc. On s'est beaucoup posé la question. Moi, d'ailleurs, j'étais contre, en fait. J'ai beaucoup freiné pour pas la faire. Et puis, ce qui a un peu déclenché l'envie de le faire, c'est l'ampleur des polémiques en fait sur la chasse et le fait de voir que ça mobilisait, en tout cas ça clivait exactement de la même manière que sur d'autres sujets qu'on traite habituellement en couverture. Donc du coup j'ai commencé à me dire finalement ça recouvre beaucoup de trucs qu'on traite habituellement dans nos couvertures. Et puis en fait moi le dernier élément qui a été un peu le point de bascule, c'est qu'en fait j'en ai discuté avec un homme politique dont je savais qu'il était chasseur, mais je pensais pas que c'était non plus sa passion absolue, etc. Et qui me dit, vous n'avez même pas idée aujourd'hui, il me parlait de la société française en me disant c'est une société qui est complètement hystérisée, on peut plus rien dire, on peut plus rien penser sans se faire accuser des pires choses, etc. Prenez l'exemple de, et là j'attendais l'exemple, il me dit la chasse. Et il me parle de la chasse en m'expliquant la violence des réactions que ça peut susciter, le fait que lui il se planque par rapport à cette passion, etc. Et là je me suis dit, si même lui me dit ça, c'est qu'il doit y avoir un grand nombre de gens qui en fait sont un peu en panique et se sentent aujourd'hui acculés, etc. Et nous, une partie de notre métier, c'est un peu de défendre ceux qui sont dans la défense des traditions, d'un certain modèle de société et qui se font attaquer par Hugo Clément, par les ligues de vertu, par les nouveaux groupuscules un peu totalitaires qu'on voit émerger. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va, on va faire le test, on verra si ça marche, et puis c'est ça qu'on a fait. D'accord. Charles Dornelas, vous avez retracé dans le dossier l'aspect historique de la chasse. Selon vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la chasse n'est plus acceptée, ou une partie des Français n'acceptent plus la chasse aujourd'hui? Je pense qu'on a des modes de vie qui sont désormais très individuels dans la société et que la chasse touche un petit nombre de Français. Alors c'est beaucoup de gens, mais c'est un petit nombre parmi les Français et que c'est une pratique qui n'est pas connue. Et elle n'est plus compréhensible parce qu'il y a un rapport à la nature qui n'est plus du tout le nôtre dans une époque très urbaine et très matérialiste par ailleurs. Et du coup, on fantasme à moitié la nature, en même temps on veut la protéger en accusant l'homme de toutes les choses. C'est vrai sur la chasse, c'est vrai de manière générale dans tout un courant de l'écologie, où finalement on ne protège la terre qu'en accusant l'homme en permanence, et en accusant que l'homme surtout. Enfin, il n'y a pas du tout de nuance là-dedans. Et je crois que le rapport des chasseurs à la nature, il est devenu incompréhensible, à la fois pour beaucoup de gens, mais surtout pour l'époque elle-même en fait. Et surtout que le discours, on va dire, politique et médiatique, il est très urbain, encore peut-être un peu plus que le pays lui-même. Et du coup, c'est particulièrement dans les cercles d'influence que cette pratique est complètement incompréhensible. Et s'ajoute à ça, peut-être sur le plan idéologique, le fait que ce soit pratiqué depuis des centaines d'années, le fait que ce soit une tradition, ne va pas les aider à réfléchir dans le sens de la défense, voire même peut-être plus dans le sens de l'attaque. Donc c'est ce tout-là qui, à mon avis, met la chasse un peu dans le viseur de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors on parle de la chasse, mais il y a également les charcutiers, les bouchers, les fromagers qui sont attaqués. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attaques? Oui, ça va au-delà de la chasse, et d'ailleurs ça n'a pas forcément commencé par la chasse. C'était beaucoup plus diffus sur la chasse, parce que ça fait longtemps qu'on entend des attaques, mais qui étaient assez diffuses. Et effectivement, on a vu les attaques de bouchers ou de charcutiers. En fait, c'est exactement la même question. C'est le rapport de l'homme à l'animal et bien plus largement le rapport de l'homme avec la nature qui est interrogé. Je pense quand même qu'avant de se poser cette question-là, il faut remettre aussi, si je disais tout à l'heure que les chasseurs étaient une petite partie de la population française, je pense que les gens qui attaquent des bouchers, des charcutiers ou même physiquement des chasseurs sont une plus petite partie encore. En revanche, là où ça devient un sujet, c'est que c'est une partie qui effectivement est plutôt dans les zones d'influence, je pense médiatique, politique et surtout de lobbying en fait, oui, c'est ça, de lobbying, d'associatif, etc. Mais c'est pas beaucoup de gens, mais en revanche, ils ont un plan idéologique qui est très cohérent en fait. C'est-à-dire que l'homme, en gros,
l'homme est extérieur à la nature et il est mauvais pour la nature. L'homme, si je reprends depuis le début, en gros, l'homme est l'aboutissement hasardeux de la nature elle-même, c'est-à-dire de l'évolution de la nature. Donc l'homme arrive en fin de chaîne et il se trouve que c'est une fin nuisible par certains côtés. C'est pas mon avis là que je vous donne, mais celui d'une lecture de l'écologie. Et comme l'homme est nuisible, notamment vis-à-vis des animaux, de la nature, et l'animal étant la chose peut-être la plus proche dans la nature, celle avec laquelle on peut communiquer déjà, et en plus pour quelqu'un qui est complètement extrait de la nature, la seule chose qui soit très touchante, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de s'extasier sur un chat que de s'extasier sur les changements de comment ça s'appelle, de saison, d'observer les changements de saison sur un arbre. Quand on vit en ville, ça on ne le voit pas. L'animal, je sais pas, il y a dans toute une partie de la société, tout le monde s'imagine que les animaux, c'est nos animaux de compagnie en fait. Donc les animaux ne sont jamais mauvais dans leur état sauvage. Il n'y a pas du tout d'agressivité dans la nature, comme chacun sait bien sûr. Et donc il y a une lecture complètement fantasmée. Et donc par conséquent, le lien entre l'homme et l'animal ne peut être que bienveillance et échange de câlins. Et donc on ne s'imagine pas pouvoir tuer une bête. Et donc tuer une bête pour se nourrir, c'est insupportable à cette partie-là de l'écologie. Donc on comprend que c'est assez cohérent pour le coup que les attaques qui concernent les chasseurs concernent aussi les bouchers, les charcutiers, qui tous proposent des produits aux autres hommes qui proviennent d'animaux, tout simplement. Ça. Et alors, il y a également un changement structurel qui donne aussi un changement politique, puisqu'en fait, on s'en rend compte de plus en plus qu'un certain nombre d'hommes politiques n'arrivent pas à se positionner. Et vous disiez dans ce dossier qu'il y a des subventions aujourd'hui, c'est Marie de Greff-Madelin qui disait ça. Aujourd'hui, il y a des subventions qui sont données à des mouvances animalistes. À l'inverse, en ce moment, on est en plein confinement. On demande aux chasseurs de sortir pour réguler du grand gibier. Et à côté de ça, ils donnent de l'argent à des gens qui vont dire on lutte contre la chasse. En fait, il y a un vrai enjeu politique, selon vous, par rapport à ça, par rapport à la défense de la chasse, ou justement par rapport à la défense de l'environnement. En fait, nous, ce qu'on a réalisé quand on a commencé à travailler sur ce dossier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rédaction, en fait, il n'y a pas de chasseurs, ou en tout cas très peu, ou en tout cas pas identifiés, et on n'est pas des spécialistes du sujet, on a juste fait un travail de journaliste et d'enquête. Ce qui est assez intéressant, ce qui est assez marrant, c'est que quand on écoute le discours ambiant, on a le sentiment que la chasse, c'est des gens assoiffés de sang qui se réunissent de manière un peu occulte dans la forêt pour torturer des animaux qui n'ont rien demandé à personne et qui sont gentils. Et quand on voit une image de chasse dans les médias grand public, et qu'elle a un impact, c'est quand on voit le cerf qui va se réfugier dans une zone industrielle, etc. Et on a le sentiment qu'il se passe des choses atroces dans la forêt et qu'il faut donc les dénoncer pour que ça s'arrête. Nous, en fait, on a évidemment cette approche-là au début parce qu'en fait, on est happé par le sujet comme ça. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que en fait, il y a énormément de contre-vérités, il y a quasiment même que des contre-vérités qui sont véhiculées, et que quand on rentre un peu dans le détail, en fait, c'est vachement plus compliqué que ça. Par exemple, moi j'ai découvert à cette occasion, l'occasion de ce dossier, en le lisant, que quand on arrête la chasse, on est obligé de faire appel à des sociétés pour réguler le gibier, parce qu'il y a des endroits où ça devient un enfer. Il se trouve que le hasard a fait que je suis allé passer un week-end dans le nord de la France, au moment où on préparait ce dossier, et où j'ai vu ce que ça donne, trop de sangliers après le confinement, trop de sangliers dans les forêts, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les routes, le bord des routes était complètement ravagé. Bref, autant de choses, si vous voulez, qu'en fait on ne dit pas au grand public. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est rétablir la vérité, donner aussi la parole à des gens qui sont régulièrement attaqués et qui ont finalement assez peu de moyens dans la presse grand public de se défendre. Donc on a interrogé le patron de la Fédération des chasseurs, mais aussi d'autres gens, le patron de la vénerie qui a été mis en cause dans l'affaire du cerf. Ouais. Et en fait, on essaie d'apporter un rééquilibrage du discours. Donc à partir du moment où on se rend compte de ça, on se dit, moi je me dis, l'enjeu le plus important, c'est vrai, tout le temps dans notre métier, et c'était vrai en particulier sur la chasse, c'est d'essayer de montrer que les sujets sont plus compliqués, de sortir de l'espèce de guerre idéologique qui est menée en l'occurrence contre les chasseurs, mais il y en a beaucoup d'autres, et de lutter en fait contre l'air du temps. Et la problématique, pour répondre à votre question sur la politique, c'est qu'en fait le politique, et je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui on est dans une période catastrophique à ce niveau-là, ne fait qu'épouser l'air du temps, ce qu'on appelle l'ambition d'une feuille morte, comme dit la formule. Et donc aujourd'hui vous avez des politiques qui souvent ne connaissent pas très bien leur sujet, qui voit qu'il y a une tendance de société de fond qui s'intéresse au bien-être des animaux et qui veut retrouver un lien avec la nature, qui est ambiancé par ce discours que je viens de décrire, consistant à penser qu'en fait les chasseurs sont des gens qui s'interposent entre la nature et l'homme et qu'il faut tout simplement en finir avec eux, et qui donc du coup de manière ultra radicale vont épouser un discours qui en fait n'a rien de normal, de logique, qui est très nouveau, et que nous du coup on essaie de combattre parce qu'on pense que sur le plan anthropologique déjà c'est important, et deuxièmement qu'on a notre grain de sel à apporter. Donc en fait
À la fin, c'est juste le manque de cohérence, de courage et d'intérêt aussi pour les sujets qui fait que la classe politique, vous avez le sentiment, et je peux le comprendre, qu'elle est en train de vriller, de basculer sur ce sujet. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de donner des arguments pour faire entendre un autre discours. Est-ce que vous avez eu un bon accueil de ce numéro de la part des chasseurs, c'est intéressant comme question parce que de la part des chasseurs évidemment oui, c'est un numéro, je peux le dire maintenant, qui sur le plan commercial a bien fonctionné. Ça veut dire que je comprends qu'il y a un public qui attend qu'on le défende, etc. Et en fait dans notre lectorat par exemple, les réactions étaient extrêmement contrastées. On reçoit beaucoup de messages, de messages d'insultes ou je me désabonne, comment vous pouvez défendre les chasseurs, c'est une catastrophe, etc. Et je rentre un peu dans le détail parce que ça n'arrive pas souvent en réalité qu'on se fasse attaquer par nos lecteurs, et je réalise qu'il y a une infime minorité de gens qui sont très remontés sur le sujet et qui donc nous écrivent pour nous dire qu'on a fait une énorme connerie en parlant des chasseurs et en défendant les chasseurs, et aussi c'est toujours les mêmes surtout qui à chaque fois qu'on mentionne dans les pages de Valeurs Actuelles le sujet de la chasse, il y a 4-5 personnes qui envoient tout à coup beaucoup de mails et on a le sentiment, vous savez, d'être abreuvé de messages d'insultes. Donc c'est assez intéressant en fait de voir que c'est un sujet qui provoque des réactions épidermiques, complètement passionnées, et que en fait on a touché le nerf d'un problème, et c'est un peu notre métier de le faire, donc moi je suis très content. Ouais. Charlotte, pour revenir à la question des subventions, justement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça logique qu'on donne d'un côté des subventions à des activistes, presque, des animalistes, qui vont lutter contre la chasse, et d'un autre côté, on demande aux chasseurs de chasser pour avoir un rôle de régulateur vis-à-vis de l'État? Votre question, elle dépasse de loin la question de la chasse. C'est-à-dire qu'on a même un État français aujourd'hui qui subventionne des associations qui visent à porter plainte contre l'État. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il n'y a pas forcément de cohérence. Il n'y a pas d'abord forcément de cohérence étatique dans le versement des subventions. Les associations, il y en a énormément qui sont subventionnées. On se demande vraiment pourquoi. Alors, on peut se demander pourquoi personnellement, mais on peut se demander aussi pourquoi à l'échelle du pays. Et le fait qu'effectivement, il y ait des subventions et d'un autre côté un discours où là, l'État va demander aux chasseurs de réguler le grand gibier parce que c'est nécessaire. Des discours qui ne collent pas, je pense qu'il ne faut pas le mettre sur le même plan. En fait, d'abord, c'est pas forcément au même endroit en France. On comprend qu'il y a des zones, les subventions, elles sont parfois accordées par les régions, donc il y a forcément des zones qui sont, encore une fois, beaucoup plus touchées par la question des chasseurs, enfin, où il y a plus de chasseurs dans la région que d'autres. Et puis, par ailleurs, en fait, c'est pas sur le même plan. On peut se dire la régulation du gibier est nécessaire. Là, je pense comme le politique qui va demander aux chasseurs d'aller réguler le gibier. Et puis par ailleurs se dire, et c'est d'ailleurs à mon avis un peu tout le problème de ce débat-là, que la bientraitance ou le bien-être animal, puisqu'il convient de l'appeler comme ça, mais à mon avis c'est une erreur, mais la bientraitance ou bien-être animal est une question qui vaut d'être posée. C'est vrai, le problème c'est que comme beaucoup trop de débats en France, les sujets ne sont pas du tout définis, et par le fait de respecter les animaux, de ne pas vouloir les faire souffrir ou de n'en tirer absolument aucun plaisir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être parfaitement opposés, qui se retrouvent là-dessus. Le seul problème, c'est que quand le fait de respecter effectivement les animaux revient à dire qu'on ne peut plus jamais ni les tuer, ni même s'en nourrir, là on bascule dans autre chose que le strict respect de l'animal en fait. Donc je pense que le politique, pour revenir recoller avec ce que disait Geoffroy, le politique soit ne connaît pas forcément ces sujets-là, et c'est particulièrement vrai sur cette question des chasseurs. On a fait le numéro au moment où Hugo Clément, ça faisait déjà quelques mois, mais Hugo Clément avait lancé son référendum, et moi il y avait une chose qui m'avait étonnée, c'est que la chasse à courre particulièrement soit visée, alors que c'est probablement la chasse la plus la plus intégrée, la plus assimilée à la nature elle-même. Donc je me suis dit, et en fait on comprend très rapidement qu'il y a une méconnaissance, et que quand on ne connaît pas, et ça les chasseurs doivent peut-être le comprendre aussi dans leur manière de l'expliquer, quand on ne connaît pas d'extérieur, c'est une pratique qui est étrange, en tout cas à notre temps, pour nous. Donc on se pose forcément des questions. Alors nous, on a eu la chance d'avoir effectivement au journal le temps d'aller réfléchir à ces sujets, les comprendre, aller parler à des chasseurs, essayer de comprendre en fait ce qui se passait. Et il y a d'autres gens qui vont pas faire ça en fait. Et justement, vous pensez aujourd'hui que des influenceuses comme Johanna Clermont peuvent aider la chasse en termes d'image? Vous avez choisi son visage, son portrait comme d'autres médias. Est-ce que vous pensez justement que ça c'est quelque chose qui peut faire évoluer ou pas? Il y a eu un vrai débat sur le choix de la photo de couverture en fait, parce que on sait qu'elle n'est pas représentative du chasseur lambda en France.
Après, c'est intelligent sur le plan purement marketing de la part de la Fédération des chasseurs et puis même de sa part à elle, de miser sur cette image et moi j'ai regardé un peu son compte Instagram, c'est vrai qu'elle est assez amusante, elle est très décomplexée aussi, et donc du coup on avait le choix entre faire une couverture que je pourrais vous montrer d'ailleurs beaucoup plus classique avec des chasseurs beaucoup plus classiques comme ceux qu'on voit en forêt si on se promène en forêt, ou alors elle. Nous, on a trouvé ça rigolo de jouer à fond la carte du marketing et puis de jouer vraiment sur un décalage, c'est-à-dire que comme ils sont... Enfin, en gros, on a le choix entre la caricature qui est faite par le sketch des Inconnus ou alors Johanna Clermont. Bon, bah, c'était marrant de faire la caricature inverse puisqu'on faisait vraiment un dossier complètement à contre-courant et complètement à rebrousse-poil des idées reçues sur les chasseurs. Après, voilà, on n'est pas dupes. On a d'ailleurs fait un portrait d'elle dans le journal pour bien expliquer qui elle était, montrer qu'on n'était pas en train de faire croire que tous les chasseurs sont en fait des gens jeunes, sympathiques et très adeptes des réseaux sociaux. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, il fallait être clair sur la définition de l'enjeu. L'enjeu, c'était un peu d'attirer l'œil, de montrer qu'on allait découvrir des choses et qu'on allait avoir un autre regard sur la chasse qui allait être apporté par cette couverture. A priori, vu encore une fois le succès que ça a été, je pense que ça remplissait bien ses objectifs. Merci beaucoup. Merci à vous.